Bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Euh, voilà, je suis kinésithérapeute au service des maladies infectieuses et de la médecine tropicale. Tout d'abord, je voudrais un petit peu présenter mon service, enfin le service dont je travaille. Il y a tout d'abord dans ce service quatre médecins référents pour les patients atteints de la drépanocytose. On a le docteur Duvigneau, le docteur Desclos, le docteur Piston et le docteur Nguyen. C'est dans ce service que du coup les patients en crise sont hospitalisés et nous sommes très vite rendus compte que la prise en charge au niveau des urgences était déjà très compliquée. Mauvaise connaissance, mauvaise prise en charge. Du coup, on s'était dit pourquoi pas créer un groupe d'éducation thérapeutique afin d'améliorer les conditions de prise en charge pour ces patients. Du coup, on a créé quelques ateliers avec toute une équipe qui a été formée à l'éducation thérapeutique. On a donc le docteur Piston qui est le référent. On a 4 infirmières, 2 aides-soignants, une psychologue et moi-même. On a commencé à créer des petits ateliers sur mieux gérer la crise, sur la sexualité, la transition enfant-adulte qui est vraiment très importante, mieux vivre avec son corps et bien entendu le sport. Alors moi, en tant que kinésithérapeute, je travaille énormément avec la spirométrie. Je me suis rendu compte que c'était très vite un outil qui permet d'améliorer la capacité respiratoire, mais aussi un lien entre le patient et moi-même. Du coup, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une corrélation avec la douleur et l'inspiration. Donc très vite, je me suis rendu compte si le patient avait vraiment beaucoup mal ou pas. Et du coup aussi, ça m'a créé un outil de contact avec eux. Je travaille énormément donc aussi avec l'acceptation du corps et son développement chez les patients adolescents. J'ai réalisé 2 posters pour la Journée mondiale de l'éducation thérapeutique. C'était la place de la spirométrie incitative dans l'éducation thérapeutique et les ruptures de soins des adolescents lors du passage dans les services adultes. Alors, je vais vous parler un petit peu du coup d'un de mes posters. C'était donc avec la spirométrie, on s'est très vite rendu compte qu'en le travail de la spirométrie incitative inspiratoire était vraiment importante directement au niveau préventif. Donc, dès qu'un patient commençait à avoir des douleurs, on sait très bien que il va rester longtemps allongé, il va moins avoir des activités, etc. Et donc, j'essaie de leur faire comprendre que dès les premiers signes d'une crise, il faut commencer à travailler avec le spiromètre afin de voir le niveau qu'il est capable d'effectuer ce jour. Puisqu'il a une connaissance par lui-même déjà de ses capacités hors crise. Du coup, ça va déjà lui permettre de voir si le poumon peut être infecté ou pas. Et puis, bien sûr, il avait aussi un moyen important au niveau curatif. Lors de l'hospitalisation, c'est éviter justement qu'il y ait une infection qui se rajoute à son hospitalisation de sa crise et qui peut engendrer jusqu'à aller un syndrome thoracique aigu. Donc, c'est pour ça que tous les jours lors de l'hospitalisation, mon équipe et moi-même, on essaye de surveiller attentivement le volume du patient lors de son séjour à l'hôpital. Donc, tout le monde connaît un petit peu, j'espère, la technique. Donc, c'est ici donc le fameux
spiromètre incitatif. Et donc, le patient doit inspirer le plus longtemps possible avec une certaine intensité. Et du coup, il est gradué et du coup, on s'est rendu compte que grâce à cette graduation, on pouvait savoir si il était en forte crise ou pas. Donc, normalement, un patient est capable d'émettre au moins 2005 à 3000 millilitres d'inspiration. Si le patient est incapable et n'arrive à presque pas faire bouger le petit manomètre, on se rend vite compte qu'en réalité, c'est un patient qui est extrêmement douloureux. Donc, depuis maintenant quelques années, on y travaille énormément et c'est vrai que c'est devenu une méthode vraiment importante préventivement et pendant l'hospitalisation vraiment. Le patient commence à connaître vraiment les bons gestes. Il commence à ramener automatiquement son spiromètre à l'hôpital dès qu'il sent qu'il y a une crise. Et puis, on se rend compte quand même très vite de l'amélioration quotidienne. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'était le sport et la drépanocytose. On sait que donc les personnes drépanocytaires peuvent pratiquer quasiment tous les sports maintenant, sauf bien entendu les sports avec des différences de pression, comme la plongée sous-marine, le saut en parachute, et bien sûr associé avec un stress, c'est encore contre-indiqué encore plus. Donc, on le sait, si vous souhaitez faire de la compétition, il faut vraiment parler à son médecin spécialiste. Alors, quelques conseils. La pratique des activités sportives est vraiment recommandée, mais elle doit être contrôlée. Donc, si on compte faire un sport au niveau dans un club, il suffit donc, comme toute personne, de consulter son médecin généraliste, voilà, pour qu'il vérifie au niveau tension, rythme cardiaque, etc., comment ça va. Si c'est plutôt un sport de compétition, il est plutôt recommandé du coup de consulter son médecin référent de la drépanocytose. Il faut bien sûr toujours bien s'hydrater, changer de t-shirt après le sport et toujours tenir compte de sa fatigabilité et de son essoufflement dû à son anémie. On doit bien sûr aller à son rythme et ne pas être bousculé. On doit prendre son temps. Et dans le suivi annuel, il est donc recommandé de faire une épreuve d'effort aux patients. Les précautions, ce sera sûrement quand il y a des changements brusques de température. Donc en hiver, bien se couvrir les mains, les pieds avec une écharpe, gants, bonnet, en allant, mais bien sûr en sortant aussi. On sait que les plages pour la baignade, c'est recommandé, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que la température de l'eau est inférieure à 25 degrés. Après le sport, il est conseillé bien sûr de bien se couvrir. À la montagne, ne pas aller au-dessus, de 1500 mètres d'altitude en raison de manque d'oxygène. Et même chose pour la piscine, ne pas se baigner lorsque la température de l'eau est inférieure de 25. Donc, il est plutôt recommandé de le nager, par exemple, juste après les séances de bébé nageur où normalement la température est au-delà de 28 degrés. Et toujours bien penser à se sécher et à changer directement de vêtements bien secs. Donc, en résumé, il faut, si on décide de faire un sport, il n'y a aucune limitation, mais il faut donc bien s'hydrater avant, après et pendant. Si on souhaite faire un sport en compétition, il faut en parler à son médecin son médecin spécialiste.
Ne pas oublier dans son sac de sport une grande bouteille d'eau, une serviette, des vêtements de rechange et un pull ou un sweatshirt. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Très utile et très intéressant votre investissement dans le soin aux drépanocytaires, en particulier en période d'hospitalisation. Et très intéressant aussi la corrélation que vous avez pu faire entre la capacité respiratoire telle qu'elle est mesurée de façon au lit du malade là, par lui-même et la douleur. C'est logique, mais encore fallait-il le faire. Merci. Merci à vous. Nous avons une question pour vous dans le chat. Pourquoi changer de t-shirt immédiatement après le sport? Mais parce que automatiquement le t-shirt il est humide et du coup justement ce sont ces variations de température qu'il faut vraiment éviter. Donc on conseille justement de directement quand on a terminé le sport de changer son switch ou son t-shirt quoi. Oui, après les bains, il faut des grandes serviettes de bain qui permettent emballer toute la personne de haut en bas. Oui, voilà. Et un peignoir, ou quelque chose comme ça. Et je conseillais aussi, moi, j'ai longtemps conseillé, mais sans preuve expérimentale particulière, de prévoir une boisson chaude, un thermos. On a une question de Joseph qui parle de son fils de 21 mois. Combien de temps maximum peut-il rester dans une piscine chauffée pour bébé nageur? Parce que les séances durent environ 1 heure. C'est long, c'est trop long. Pour moi, c'est trop long. C'est trop long. Hein. On avait dit normalement 20 minutes, 30 minutes, je crois, maximum. Hein. Tout à fait. Entendu. Il y a aussi des séances pour les personnes malades dans certaines piscines, en particulier les personnes âgées, qui, elles aussi, plutôt, ces personnes, nécessitent des températures de l'eau plus élevées. Donc, il n'y a pas que les créneaux bébés, il y a les créneaux aussi personnes malades, personnes âgées. La drépanocytose n'est pas la seule à connaître ce problème. Ben, c'est comme les conditions, changer les t-shirts, bien se sécher, ce sont en fait des réglementations pour tous, hein, en fait, hein, pas que pour les patients drépanocytaires. C'est une hygiène de vie, quoi. Oui. Nous, en ce qui concerne on considère que beaucoup de nos patients sont désentraînés, enfin désadaptés, et qu'effectivement l'entraînement sportif doit être repris de façon graduée, de telle sorte de ne pas les mettre en danger. Alors, ce que l'on fait initialement, c'est qu'on leur fait faire une épreuve d'effort et on essaye de voir à quel rythme cardiaque, sur un vélo ergométrique, ils dépassent le taux de 2 millimoles de lactate dans le sang. Qu'est-ce que ça veut dire, les lactates? Le corps humain fabrique des lactates à partir du moment où les muscles manquent d'oxygène. Et donc, quand les muscles sont désadaptés et que l'oxygène pose problème aussi, comme dans une anémie, comme la drépanocytose par conséquent, même des tout petits efforts incroyablement petits par rapport à des gens ordinaires peuvent commencer à produire des lactates. Malheureusement, les lactates, c'est un produit toxique qui favorise les crises parce que c'est un acide assez fort. Et donc, on calibre l'effort du patient par la fréquence cardiaque. On lui dit, attendez, quand vous dépassez 100 ou 110, par exemple, pour une personne, là, vous vous mettez en danger parce que les lactates vont dépasser la limite autorisée.
Et donc, vous calibrez vos efforts pour ne jamais dépasser cette fréquence cardiaque avec des petits systèmes de monitoring de la fréquence cardiaque que tout le monde peut avoir maintenant au poignet. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faut individualiser un peu le conseil initial pour les drépanocytaires. Et une fois qu'ils respectent leur vitesse, leur fréquence, ils vont s'apercevoir qu'ils vont progresser en capacité d'effort, parce que petit à petit, ils vont récupérer un système beaucoup plus compétent, à la fois musculaire, cardiaque, etc., et respiratoire, bien sûr. Et s'ils continuent à garder la consigne, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent garder la consigne, mais en étant capables de faire des efforts de plus en plus hauts. Et en 3 mois d'entraînement bi-hebdomadaire, c'est pas plus que ça en général, mais on peut faire un peu plus, mais éventuellement 3 fois dans la semaine, on obtient un gain très significatif d'aisance dans l'effort. Parce que ce qui compte, c'est la qualité de vie, c'est pas de faire des performances. Alors c'est vrai qu'un commentaire de centre de province, on a des accès assez variables déjà aux explorations à l'effort que dans notre centre on ne peut pas proposer de façon systématique, même si on le souhaitait, et aussi à tout ce qui est rééducation, c'est-à-dire mon impression est que le patient a quand même des difficultés d'accès aux professionnels adaptés, en mettant à côté tout ce que ça pose comme question en termes d'organisation, contacter les personnes, prendre des rendez-vous. Et c'est vrai que à titre personnel, je me repose beaucoup finalement sur l'expérience des patients et puis les petits moyens à mettre en place au quotidien, comme par exemple privilégier la marche, descendre un arrêt de bus avant, puis 2 arrêts de bus avant l'arrêt prévu pour intégrer la marche dans le quotidien, en fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas de problème de hanche, bien sûr, ce qui est réalisable. Et finalement, essayer de trouver des petits moyens pour que l'activité physique, pas le sport ni la performance, mais l'activité physique fasse partie d'une journée standard, sans quoi on le met de côté. Et à l'âge adolescent, adulte, jeune, où on se consacre à sa vie sociale et sa vie professionnelle, qu'on soit atteint de drépanocytose ou pas, le grand risque, c'est de devenir sédentaire, et c'est une difficulté pour tout le monde, d'autant plus pour les personnes qui ont des soucis de santé et qui sont impactées à l'effort. Et c'est vraiment une attention quotidienne et une thématique à entretenir dès le plus jeune âge, en fait, et surtout au moment de la transition, parce que la sédentarité nous menace tous. Voilà. Et le sport est bon pour la tête aussi. Absolument, absolument. Je pense que c'est un cercle vicieux. On se laisse entraîner de moins en moins. Et donc là, reprendre leur sens inverse, remonter la pente, demande une certaine volonté, un volontarisme, mais il faut que les bénéfices soient perceptibles. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que le fait de vouloir se remettre au sport de façon un peu trop rapide, un peu trop énergique, aboutisse à une crise, une hospitalisation, parce que toute hospitalisation, malheureusement, refait descendre le patient à un bas niveau de capacité physique, parce qu'on perd vite du muscle en hospitalisation. Et donc, voilà, donc c'est un cercle, c'est vertueux, mais ça demande quand même une certaine volonté de la part des patients et de remonter la pente à chaque fois, un petit peu comme le mythe de Sisyphe, là. Voilà, il ne faut pas redégringoler. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cet exercice physique, on a remarqué que très vraisemblablement, et c'est en cours d'être démontré, ça a été déjà démontré une première fois, mais on va le démontrer sur une échelle beaucoup plus importante,
réduit le nombre des crises. Un patient bien entraîné, raisonnablement entraîné, avec une bonne capacité musculaire et d'activité physique, fait moins de crises qu'un patient qui oublie de faire de l'exercice physique. Donc voilà, il faut trouver vraiment la bonne pondération en tout ça, mais chaque patient est maître de lui-même, donc il doit aussi contribuer. Je trouve que, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, l'autonomie que vous leur donnez éventuellement en mesurant leur souffle, là, c'est un élément de jugement qui est intéressant. Je ne vois pas de questions supplémentaires sur le sport. J'en profiterai pour vous interroger sur ce qu'a apporté dans vos centres et vos pratiques la prescription d'activités sportives. Juste pour transmettre que de notre côté, ça reste quand même un peu compliqué, c'est-à-dire c'est plus une acceptation sociétale et ça, j'ai l'impression que ça fait plus avancer les idées que les choses en pratique. Et deuxième remarque, c'est que dans notre région, et je suppose que c'est un peu diffus, il faut savoir qu'il y a des associations qui font la promotion de l'activité physique adaptée. Donc il y a des programmes, c'est toujours un petit peu compliqué de connaître les contacts, mais chaque centre, je suppose, doit pouvoir orienter le patient vers l'association locale qui peut proposer des activités adaptées aux personnes qui ont des difficultés physiques. Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet-là ou des expériences à nous faire partager? Bon, ben moi, c'est surtout pour les adolescents, hein, parce que bon, c'est sûr et certain que si ils ne font pas de sport, ben au niveau social, c'est pas évident. Et puis de toute façon, je connais quelques personnes qui de toute manière en font parce que pour eux, surtout pour les garçons, au niveau du corps, au niveau du développement, c'est très important, quoi. Et du coup, ils le font même sans avis, en fait, de leur médecin. Donc c'est pour ça que quelque part, je préfère leur dire que évidemment ils ont le droit d'en faire, mais que ça doit être contrôlé par leur médecin référent. Parce que avant, on interdisait tout. Ils pouvaient pas faire de sport, pas de sport à l'école. Je plaide coupable. Je pense que les choses maintenant, elles ont évolué aussi. Parce que si on veut les aider, il faut aussi que nous, on leur tende la main et leur proposer aussi éventuellement un sport adapté à eux, essayer d'accepter qu'ils vont faire un sport en club, mais du coup, attention, donner certaines règles, essayer de gagner quand même leur confiance, en fait, entre guillemets, quoi, pour le médecin, quoi. Donc, moi, c'est vrai qu'avec je fais aussi partie de l'association SOS Globi. Et du coup, ils essayent de proposer des marches. Je voudrais essayer de me former dans le Pilate et essayer de leur donner, par exemple, des cours sous forme d'ateliers pour essayer justement de se rendre compte qu'il n'y a pas non plus que les sports intensifs qui sont importants, qu'on peut faire du sport dans son quotidien. Avec justement, ils n'auront peut-être pas l'idée de faire des cours comme du yoga, parce que c'est pas parce que, soi-disant, le yoga, c'est aussi un sport intensif quelque part, et que travailler avec la respiration, tout ça, c'est important. Enfin, essayer de leur ouvrir une gamme de sports qu'ils n'avaient pas forcément pensé, quoi. Oui, c'est très important. Il faut que ça soit un minimum ludique, hein, quand même. Voilà, c'est ça. Le sport, si on fait ça comme une tartine de je sais pas quoi, non, ça va un peu, quoi. On s'en lasse vite, mais il faut s'amuser. Puis les jeunes, ils ont envie de s'amuser. Et donc, c'est ça qu'il faut effectivement arriver à faire. Et du point de vue respiratoire, moi, je préconise, sans beaucoup de succès d'ailleurs, mais j'ai des observations de patientes qui sont chanteuses. Et chanter, c'est respirer. Et respirer, bien respirer davantage que ce qu'on ne le fait habituellement. Et je les encourage à faire partie de groupes, d'avoir une activité comme ça, avec un peu de danse, avec. C'est pas mauvais. Le sport, c'est pas forcément discipline olympique. Hein, ça peut être toutes sortes d'activités physiques.
Mais d'avoir une passion, quoi, déjà, leur donner accès à les autoriser à avoir une passion. Je me souviens de patient qui est très, très intelligent, il avait bien analysé ça fait très très longtemps, hein, ils ont plus de 50 ans maintenant, et avaient résolu le problème eux-mêmes. Ils disaient, au foot, il ne faut pas que je cours de trop, donc je vais faire gardien. Oui. Ou alors, ou alors, il y en a qui disent, moi j'ai compris, je fais du ping-pong. Et j'en avais même qui étaient classés en ping-pong. C'est un très bon sport, hein. Voilà, oui, mais bon, c'est pas non plus un truc où on s'essouffle énormément. Il faut de la rapidité, il faut de la réaction. Mais... Donc, bon, voilà, quoi. Il y a toujours moyen, en faisant marcher sa petite cervelle, de trouver la solution. Hein. Tout le monde a sa responsabilité pour ça. Tout à fait. Mais effectivement, avec des consignes claires concernant le patient, c'est-à-dire le fait de se reposer sur le patient qui lui seul connaît ses limites, et en lui conseillant la reprise progressive en axant ses efforts plutôt sur la progression, la montée en charge progressive et plutôt l'endurance, c'est-à-dire tenir en temps plutôt qu'en intensité, avec les consignes d'arrêt. Finalement, c'est le patient qui a les clés en main et qui est le plus apte à savoir ce qui est bon pour lui. On a des commentaires dans le chat. Christian G, que je crois reconnaître, mais je peux me tromper, précise que les salles de sport sont labellisées sport adapté par le ministère des Sports. Et il donne pour exemple la Fédération d'haltérophilie qui développe la formation de coach sport adapté. Yolande remonte les activités douces, pilates, yoga, effectivement, dont on a parlé. Et on a une question de Lucie Blanche qui pose la question en contexte d'hémoglobinopathie S hétérozygote, d'une difficulté au moindre effort. Alors, elle décrit « je souffre beaucoup au moindre effort », donc je ne sais pas si c'est plutôt sur le plan respiratoire ou sur le plan musculaire. Comment puis-je pratiquer une activité sportive? Je marche, mais parfois c'est difficile. Donc, je pense qu'on a répondu en partie aux questions. Après, elle soulève la question d'une hémoglobinopathie S hétérozygote. Oui, les hétérozygotes ont une particularité par rapport au sport, c'est qu'ils sont super doués dans certaines disciplines et plus doués que la moyenne. Et par exemple, si on prend les grands champions de course de vitesse, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, il y a une proportion anormalement élevée d'hétérozygotes. Donc les hétérozygotes sont loin d'être des handicapés. Dans certains domaines, ils sont même les meilleurs. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Bien sûr, si on veut faire grimper l'Everest sans oxygène, là, ça va coincer. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Kilimandjaro en touriste, avec ou sans Sherpa, ça ne passera pas. Donc, il faut savoir qu'il y a des limites pour les hétérozygotes, mais il ne faut surtout pas qu'ils se considèrent comme des handicapés, parce que c'est nous qui sommes handicapés par rapport à eux dans certains domaines. Je crois qu'on a fait le tour des questions concernant l'activité physique. Merci beaucoup Valérie pour votre présentation. Merci à vous. Merci en tout cas. Au revoir. Et on va passer à